Ilona, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions parce que ça fait très longtemps que je vous vois évoluer dans ce milieu de la psychologie positive en France, qui est un petit milieu, on pourrait dire, pour l'instant, qui n'est pas très développé. Non. Et vous nous venez en plus d'ailleurs. Oui. Vous êtes originaire d'où? Ah, ça c'est un peu compliqué parce que je suis moitié lettonne, moitié russe, de Lettonie. Et après, j'habitais pour 15 ans en Angleterre, donc je suis devenue britannique. Et maintenant, je suis en France depuis 5 ans, donc je suis en train de presque de devenir française, pas complètement. Donc j'ai toujours un accent bizarre. Donc je suis européenne. Ça marche? Ah ouais, pas mal. Ok, vous êtes l'incarnation de l'Europe, quoi. Tout à fait. Lettonne, russe, britannique, maintenant un petit peu française. Donc, ouais. Et vous faites de la psychologie positive. Tout à fait, je travaille dans la psychologie positive depuis 17 ans maintenant. 17 ans, ce qui est fou parce que la psychologie positive, elle est née quand? Elle est née récemment. Elle est née en 98. Ouais. J'ai commencé à travailler dans la psychologie positive depuis 99. C'est fou ça. Alors comment vous en êtes arrivé à travailler sur la psychologie positive venant de Lettonie? C'est ça? Vous êtes Non, dans ce moment-là, j'étais déjà en Angleterre. D'accord. Donc en fait, c'est une histoire un peu drôle parce que j'étais toujours très active, j'ai toujours organisé plein de choses, fait plein de choses. Dans ce moment-là, j'étais étudiante en psychologie normale, donc presque à la fin de mes études de licence. Et donc en fait j'étais en train d'organiser un grand congrès pour les étudiants de psychologie britannique. Et c'était mon premier congrès que je devais organiser et j'ai demandé les membres de mon équipe, c'était une équipe de British Psychological Society Student Members Group, donc les groupes des étudiants des sociétés britanniques de psychologues. Et donc je lui demandais sur quoi on doit organiser les conférences, est-ce qu'ils ont les idées ou quelque chose comme ça. Et quelqu'un m'a répondu, et pourquoi pas la psychologie positive? Donc je lui demande, je regarde et demande, mais c'est quoi ça la psychologie positive? Donc elle explique. Et là, c'était en anglais, on s'appelle ça un light bulb moment. Donc c'était aha moment. Quelque chose, ah oui, on peut finalement travailler sur quelque chose qui marche bien et on peut faire ça dans une manière scientifique. Mais c'est génial, absolument génial, non? Et donc c'est là, je suis rentrée dans la psychologie positive et c'est comme ça. Donc d'abord j'ai organisé un congrès pour les étudiants, c'était l'année 2000. Après, en 2001, j'ai organisé encore un autre congrès pour les étudiants sur la psychologie positive, en même temps comme les congrès pour tous les psychologues anglais à Glasgow. Et c'était une conférence de centaines d'années des associations de psychologues britanniques. Et donc, on a eu Martin Seligman, en fait, qui a visité ce grand congrès. Et donc, comme personne n'a parlé de psychologie positive, quelqu'un est souvenu que c'était une fille, quelque part, qui a organisé ce congrès étudiant, plus pour les étudiants, sur la psychologie positive. Et donc, il est venu, en fait, chez nous. Mais c'était avant Google, avant que LinkedIn, avant qu'on connaisse les photos de chaque personne. Donc j'ai eu mon petit congrès des étudiants en même temps. Et j'ai eu cette personne qui était plutôt vieux. Là, j'étais jeune. Qui était là, en train d'être là toutes les journées, en fait. Et je pensais, mais c'est intéressant ça, parce qu'elle est un petit peu trop âgée pour être une étudiante quand même. Donc je ne savais pas qui il était. Et donc à la fin de la journée, elle est venue en disant bonjour, je suis Martin Seligman. Est-ce qu'on peut prendre un café? Et donc c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler ensemble avec Martin Seligman. Donc j'ai eu une chance pour le avoir comme un mentor direct. Donc j'ai eu une chance d'avoir beaucoup d'invitations aux États-Unis, beaucoup d'enseignements dans la psychologie positive de tout début. Et beaucoup d'aide aussi dans ce moment-là pour développer la psychologie positive en Europe. Donc, comme résultat de ça, j'ai établi les réseaux européens de psychologie positive. J'ai démarré un vrai congrès de psychologie positive, le vrai congrès européen de la psychologie positive, donc pas petit congrès étudiant, mais un vrai congrès. Et c'est le premier congrès que j'ai organisé en 2002 à Winchester. Et donc depuis ce temps-là, ce congrès il existe toujours, il va très bien. Cette année-là, on a le congrès, je pense, 8e ou 9e, il faut bien calculer là, à Angers, en France.
cet été. Donc c'est le prochain congrès européen, ça se passe chaque 2 ans. C'est à Angers, c'est quand? Oui, Angers, c'est en juin. Je peux regarder les dates. En juin. Il faut que je regarde les dates, je suis un peu plus exactement. Je mettrai dans l'article. Juillet. Il faut que je regarde les dates. Ouais. Peut-être tout début juillet, ou fin juin ou tout début juillet. Ou début septembre. Ouais, non, c'est l'été. Organisé par Charles Martin Koum, cette fois-là. Et donc, les réseaux européens existent toujours, il est très actif. Les congrès européens existent toujours, ils sont très actifs. On a normalement plus que 1000 personnes chaque année, chaque fois que ça se passe. Et donc, depuis ce moment-là, je suis rentrée dans la psychologie positive depuis déjà 99 et après beaucoup plus depuis 2001 quand j'ai rencontré Martin Seligman et je ne m'ai jamais arrêtée. Justement, ce serait bien de définir ce qu'est la psychologie positive pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. D'accord. Donc la psychologie positive, c'est une approche scientifique qui nous aide à comprendre les vies qui vont bien et les gens qui vont bien en fait. Donc si on peut imaginer la psychologie normale qui travaille très souvent sur tout ce qui ne va pas, donc la dépression, l'angoisse, les problématiques familiales peut-être, tout le reste. Donc on peut imaginer la psychologie normale, elle travaille sur tout ce que, comment augmenter moins 10 à moins 2 peut-être. Là on prend quelque chose qui va déjà ok, bien, pas mal, peut-être à plus 2 et on augmente ça à plus 10. Donc on travaille sur tout ce qui est le bonheur, le bien-être, les forces de personnalité, la sagesse par exemple, les émotions positives, en fait tout ce qui va bien. Mais qu'est-ce qui est très important, on travaille, on fait tout ça dans une manière scientifique, donc on a beaucoup d'études qui nous guident. Et qu'est-ce qui est intéressant dans tout ce qui est scientifique, les conclusions, elles changent, parfois elles changent. Parfois on trouve que c'est une erreur, parfois on a les autres études qui démontrent quelque chose de mieux que les études précédentes, donc c'est quelque chose de très dynamique en fait. Bien sûr, la science n'est pas parfaite, mais quand même ça aide à comprendre mieux. Qu'est-ce qui vous a tout de suite, par exemple quand vous avez découvert la psychologie positive, qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans ce domaine? Est-ce que, parce que je sais que vous allez autant travailler les forces que... qu'est-ce qu'on peut mettre parce qu'il y a tellement de choses dans la psychologie positive. En fait, moi j'ai mes intérêts scientifiques, donc sur lesquels je travaille, et aussi j'ai mes intérêts appliqués, pratiques, sur lesquels je travaille. Donc mes intérêts scientifiques plutôt, c'est les définitions de bonheur, les différences entre les bonheurs hédoniques et bonheur hédomonique, et comment on peut mesurer le bonheur hédomonique. Notre intérêt scientifique, c'est comment on peut développer la résilience chez les enfants, après les enfants, et la résilience maintenant après les gens dans l'entreprise, et comment on peut mesurer si ça marche vraiment ou pas. Et un autre intérêt scientifique, c'est en fait, le développement plus des programmes de bonheur, bien-être et la résilience pour les enfants et pour l'entreprise aussi, et aussi les mesures si ça marche ou ça ne marche pas. Et le quatrième, peut-être, c'est en fait tout ce que satisfaction avec le temps. Parce que très souvent, on gère le temps, on fait le time management. Mais en fait, on a quelque part arrivé à un moment qu'on ne peut plus. Oui, on va rajouter des heures. On ne peut plus gérer, oui, on peut plus gérer, c'est bon. On est arrivé jusqu'à bout. En fait, mon intérêt ici, c'est comment on utilise le temps dans une manière que ça porte le bonheur, ça porte la satisfaction avec la vie. Donc comment on utilise le temps dans une manière équilibrée, pas comment on utilise le temps donc on devient de plus en plus efficace, mais comment on trouve le bonheur avec le temps. Donc ça c'est l'intérêt scientifique. Et après j'ai mes intérêts appliqués ou pratiques, et donc 3 intérêts principaux. Le premier c'est comment aider les coachs, les formateurs et les professionnels à comprendre mieux ce qu'apporte la psychologie positive et leur donner les outils pratiques pour changer quelque chose, pour travailler avec le client. Notre intérêt, c'est comment on peut changer les entreprises et les cultures entreprises, comment on peut augmenter le bonheur, l'engagement et la performance d'entreprise dans une manière durable.
Et le troisième intérêt, c'est tout ce qui est bonheur et la résilience à l'école. Donc comment on peut aider les enseignants, les professionnels, les acteurs éducatifs en fait à apprendre eux-mêmes les compétences de bonheur et de la résilience et transmettre ça, enseigner ça aux enfants. Du coup, la psychologie positive, c'est très applicatif. C'est-à-dire que... Alors, à quoi ça peut ressembler et après, j'aurais de la question un peu pour vous gratter aussi là-dessus. Voilà, vous pouvez nous donner des exemples de ce que la psychologie positive nous aide à faire ou à comment on fait pour le mettre dans sa vie? Oui, on a les exemples qui sont très connus, les 3 kiffs par jour ou les 3 soleils par jour. En fait, ça vient de la recherche de Sonia Lyubomirsky, les 3 bonnes choses pour lesquelles on est reconnaissant, par exemple. Donc ça, c'est les petites activités qu'on peut faire au quotidien pour changer la vie. Mais il y a beaucoup plus d'activités, par exemple. Donc, on a développé les jeux de bonheur pour les enfants. Et ça, en fait, ça aide, c'est les jeux de cette famille. Donc, on joue comme les jeux de cette famille, mais avec les petites stratégies qu'on enseigne aux enfants pour les aider à être plus heureux, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé bien aujourd'hui, quelle force j'ai utilisée aujourd'hui, c'est qui mon héros du jour, comment je peux utiliser la stratégie, comment je peux reconnaître mes erreurs, être fier de mes erreurs, pas que mes accomplissements, mes réussites, mais aussi mes erreurs, parce que c'est très important de reconnaître les erreurs dans un milieu positif et progresser et pas cacher, par exemple. Donc ça, et par exemple pour moi très important, comment on peut utiliser des outils différents pour par exemple aider les gens à comprendre leurs talents et leurs forces et l'utiliser beaucoup plus au quotidien. Parce que dans les réalités, on a tous les forces, on a tous les talents différents, on peut parler de cinquantaine, soixantaine de forces différentes, mais beaucoup d'entre nous n'utilisent pas nos talents au quotidien. Peut-être quelqu'un, il adore la beauté et apprécie tout ce qui est perfectionnement, par exemple. Donc, c'est une force de beauté et excellence. Mais c'est quelque chose qu'on fait dans un petit coin et parfois peut-être il fait un petit peu de peinture. Mais au quotidien, il n'arrive pas au travail à utiliser les forces. Et quel dommage! Quel dommage si on a les talents, pourquoi on ne l'utilise pas au quotidien dans notre vie chaque jour. Et c'est ça, par exemple, pour moi, qui peut changer la vie. Oui, donc là, c'est adapter, c'est découvrir ses forces propres. Par exemple. Et par exemple, dans un atelier, comprendre où on peut les utiliser, comment on peut les utiliser. Tout à fait, parce qu'il y a 2 étapes principales. Donc, comment déjà trouver nos propres forces. Alors, comment on les trouve? Il y a plusieurs questionnaires qui existent. 3 questionnaires principaux par exemple. Donc on peut faire les jeux de cartes de force, on peut demander à les autres collègues à nominer nos forces pour nous. Donc c'est pas que nous qui trouvons nos forces, mais les autres trouvent les forces pour nous. On peut envoyer un message à dizaines de personnes en leur demandant c'est quoi mes forces. En fait, on peut avoir les retours. Donc en fait, il y a beaucoup de méthodes différentes. On peut aussi avoir un entretien, une interview basée sur les forces aussi, qui demande plein de questions différentes. Donc il y a plusieurs moyens à comprendre. Viamé, c'est un des... Vous savez, le questionnaire en ligne? Oui, il y a plein de questionnaires ça, c'est qui aussi existent. Oui, plein de questionnaires qui existent. Donc il y a plusieurs moyens à apprendre c'est quoi nos forces. Pour moi, j'utilise plusieurs méthodes, parce qu'aucune méthode est parfaite dans ce moment-là, aucun questionnaire est parfait. Donc il faut vraiment utiliser plusieurs méthodes pour apprendre c'est quoi mes forces vraiment. Mais ça, c'est juste les premières étapes. Et après, c'est après que ça se passe en fait. Et après, c'est un travail beaucoup plus long, c'est pas une solution rapide, d'ajustement de notre vie au quotidien par rapport à nous-mêmes. Donc, comment on peut ajuster notre travail, parfois changer notre travail, parfois négocier avec notre collègue à partager notre travail un petit peu autrement, parfois négocier avec nos managers aussi en disant que je peux être beaucoup plus performante ici et pas là. Oui. Donc, c'est beaucoup d'ajustements fins qui prend le temps, l'effort, la créativité aussi, pour arriver vraiment à utiliser nos forces. En fait, je suis contente de vous entendre dire ça, parce que des fois, on peut avoir la vision de la psychologie positive comme des recettes, les mêmes pour tout le monde, un peu... J'ai même croisé un philosophe que je connais dans la rue par hasard qui pense que vous êtes une secte, que tous les gens de la psychologie sont une secte.
Non, et c'est vrai que donc, de vous entendre dire c'est un travail de longue haleine, de profondeur, c'est rassurant parce que il y a cette chose-là qui est aussi, quand on lit des livres, il y a la même recette pour tout le monde, on a l'impression. Est-ce que tout s'applique à tout le monde? Ah non, complètement non. En fait, ça c'est une des problématiques de la psychologie positive. Il y a beaucoup d'interprétations trop popularistes de la psychologie positive. Et on peut parfois, bien sûr, mais en même temps, ça donne une impression complètement incorrecte de ce qu'est vraiment la psychologie positive, des progressions de cette recherche, des profondeurs qu'on peut trouver. Donc, il y a par exemple beaucoup plus de recherches maintenant sur comment adapter l'intervention aux personnes différentes. Person Activity Fit, par exemple. Ce n'est pas toutes les activités qui vont pour tout le monde. Juste parce que les plans de conscience, elles marchent très bien. Ça ne veut pas dire. Mais il est pas mal. Merci. Dans le plan de conscience, on a beaucoup de recherches sur le plan de conscience, sur l'activité physique, sur la gratitude qui démontrent que ça marche bien. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. D'accord. Si pour quelqu'un c'est difficile de donner attention à quelque chose au moment présent, si quelqu'un est trop orienté dans le futur mais il aime bien ça, par exemple, le plan de conscience peut être très difficile à obtenir. Et juste parce qu'on n'arrive pas à être parfait en plan de conscience, ça ne veut pas dire qu'on est futur non plus. Donc c'est le choix des activités, bien sûr, le choix adapté à notre vie au quotidien. Parce que si on n'a pas beaucoup de temps, ça va être une autre activité qui peut être beaucoup plus utile, par exemple. Donc, en tout cas, cet ajustement fin. Et aussi, en plus, on a une très bonne recherche maintenant qui montre que parfois, juste donner nous-mêmes plein de listes de choses à faire, et il faut maintenant faire le plan de conscience, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. En fait, ça n'apporte pas le bonheur, parce que, en fait, oui, parce qu'en fait, on ajoute des choses à faire. On a aussi les recherches qui montrent que parfois, faire rien, c'est très, très, très bon pour le bonheur. Mais c'est ce qu'on dirait qu'on est dans une société quand même assez utilitariste où même la psychologie positive est dans ce truc de il faut alors le matin faire ses 3 gratitudes, le midi donc des fois oui. Donc je comprends, mais en restant sur les forces, une fois qu'on a identifié ces forces, donc accompagnées par les différents thèmes que vous avez déjà abordés, comment je sais où les appliquer? C'est ça, en fait. Idéalement, dans ce moment-là, il faut travailler ou avec une autre personne, juste co-coaching, en fait, ou avec un coach pour l'examiner vraiment. Parce que, donc, par exemple, on a 5 forces différentes. On a plusieurs forces, on peut avoir plusieurs forces, 5, 7, 10, etc. C'est aussi les combinaisons entre les forces différentes qui peuvent donner des idées différentes, en fait. Donc, c'est comment cette force combine à cette force-là. Et donc, je n'ai pas une recette facile ici, vraiment pas. Ça, c'est vraiment une examination, comment je peux faire avec ça, ça, ça et ça. Par exemple, pour moi, je donne un exemple personnel, vraiment les forces, c'est quelque chose, peut-être que j'ai le plus appliqué dans ma vie, vraiment. Et c'est où j'ai eu personnellement le plus d'impact. Donc, par exemple, j'ai une force d'explication, donc je fais beaucoup d'enseignement, ok, super. Mais en fait, où je trouvais vraiment quelque chose pour moi, c'est j'ai les forces de créativité, donc explication, amour d'apprentissage, énergie, vitalité et tout le reste. Et ça m'a pris le temps à comprendre que ce que j'adore le plus, c'est en fait trouver les outils, en fait développer moi-même les outils pratiques qui parlent aux gens. Et ça, j'adore. J'adore. Ça, c'est hyper spécifique, c'est-à-dire, ça vous dit même quel peut être votre métier. Exactement, parce que j'ai amour d'apprentissage, donc moi j'adore apprendre et j'adore expliquer en plus, donc j'adore trouver toutes les petites recherches et le bien présenter et expliquer. Je suis créatif, ça j'ai compris, et aussi j'adore tout ce qui est beauté et excellence. Donc ça doit être beau. Ça doit être beau à toucher, ça doit être très agréable, ça doit être presque parfait. Okay. Et donc, mais ça m'a pris le temps à apprendre aussi pour moi-même qu'est-ce qui est vraiment ma passion. Oui. Et ça a pris le temps, beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est le travail à long terme, mais c'est le travail qui change la vie. Et est-ce que c'est essentiellement la psychologie positive qui vous a
qui vous a amené à trouver quelle est votre Pour moi, passion. oui. Pour moi. Donc, pratiquement qu'avec cet outil-là, vous avez Tout à fait. identifié ce Tout à pourquoi fait. vous, Tout à fait. vous vibriez. Oui, donc la psychologie positive, tout ce qui est accompagnement de coaching, donc quand même j'ai travaillé beaucoup dans le coaching moi-même, avec les coachs, avec les autres, donc avec les groupes. Donc ça Vous êtes formé au coaching? Oui, j'étais formée à coaching. Quoi? 12 ans, 15 ans, je sais pas. J'étais bien très très longtemps maintenant déjà en Angleterre. Après j'ai enseigné aussi dans les masters de coaching et mentoring en Angleterre. Et après j'ai enseigné, bien sûr, j'ai démarré, je suis connue la plupart du temps pour le fait que j'ai démarré un master dans la psychologie positive appliquée, le deuxième master dans le monde. Là je dirige un autre master encore, maintenant il y a à peu près vingtaine de masters dans la psychologie positive appliquée. Là je dirige un autre. C'est quand même marrant comme vous êtes arrivé comme ça au début d'une vague, quoi. Oui, et vous avez, votre vie a été portée par cette vague. C'est vraiment étonnant. Hein. Complètement, ma vie a été changée par cette vague. J'ai beaucoup d'admiration pour cette vague. J'ai beaucoup aussi de critiques par rapport à cette vague, bien sûr, mais j'espère constructive parce que je le connais plutôt pas mal. Je vois les limites de cette vague aussi. C'est quoi pour vous les vagues, ça va passer un jour. C'est vrai? Vous pensez que ça va passer? Bien sûr, et j'espère que ça va passer. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la psychologie positive comme une vague séparée, ça ne vaut pas l'essence. Parce que comme la psychologie positive arrive à infiltrer en fait, la psychologie normale, l'éducation au quotidien, la vie de management, la vie en entreprise, la psychologie positive, il ne va pas être nécessaire. Donc j'espère que ça va disparaître. Je suis sûre que ça va disparaître et j'espère que ça va disparaître. En fait, donc ça va être juste parce que quelque part, pourquoi elle est apparue? Parce qu'on a eu le manque d'équilibre dans l'approche psychologique normale, plus habituelle. Et là, ça apporte cet équilibre. Mais après, il ne faut pas ignorer toutes les richesses qu'on a dans les psychologies plus larges. Et donc, les questions après, c'est comment intégrer. Donc, par exemple, on parle des émotions positives qui sont très importantes. On a Barbara Fredrickson qui arrive à Paris 29 et 30 mars, très important, qui est quelqu'un qui a fait énormément de recherches. Mais en même temps, maintenant, nous avons aussi des recherches qui montrent l'importance positive des émotions négatives aussi et l'importance des coactivations des émotions positives et des émotions négatives en même temps. Et en fait, les gens qui arrivent à utiliser des émotions plus grandes, range, plus grande spectrum, ça marche en anglais pour français, des émotions positives et des émotions négatives. En fait. Plus grande palette, on va dire. Plus grande palette, tout à fait, plus grande palette, merci beaucoup. Des émotions positives et négatives, en fait, elle arrive à d'être plus résiliente. Ça aussi, pour moi, ça fait du bien d'entendre parce qu'on m'a envoyé des mails avec des good vibes où la colère n'est pas très très bien vue. Je dis pas qu'il faut que ce soit un outil pour écharper tout le monde autour de soi, mais la colère, quand on nous dit, voilà, sous prétexte de good vibes, on est positif, mais non, t'es pas en colère, si. Non. Et la colère, elle est en fonction très claire. Et la colère, en fait, toutes les émotions sont les données de notre corps par rapport à nous-mêmes. Et donc, il faut écouter les données. Oui. Il dit quoi? Pourquoi on est en colère? Par exemple, bien sûr, on pouvait avoir une situation comme on a mal compris les signaux, on ne l'a pas bien interprété, d'accord, ok. Mais aussi, en même temps, on pouvait très bien comprendre les signaux différents. Et en fait, la colère nous dit qu'il va faire quelque chose, en fait, passer à l'action. Donc, tout ce qui est injustice, par exemple. Elle touche des fois à des valeurs qui sont très importantes pour nous, qui sont bafouées. Tout à fait. Donc, la colère, elle indique quelque chose. Et il faut absolument écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir dans les roues et commencer les batailles ou quelque chose comme ça, pas tout de suite, pas toujours, j'espère, mais c'est utile. Donc, toutes les émotions sont quelque part positives. Dans les faits, sont tous utiles. Ils ont de l'utilité. Ouais, seulement, on regardait que d'un œil, là, jusqu'ici. On regardait. Tout à fait. Et là, quand on aura nos deux yeux, on dira plus c'est l'œil gauche, c'est l'œil droit. L'œil gauche, l'œil droit, c'est la vision, quoi. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, rééquilibrer. rééquilibrer. Important, par contre, ça c'est important à savoir, que comme on a les tendances
vers les négatifs plus faciles, et ça c'est normal aussi parce que c'est les êtres physiologique. humains, physiologique. Donc pour arriver à l'équilibre, il faut avoir un petit peu plus de positif. Quelque part, c'est forcé pour regarder les choses positivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer l'autre partie, l'autre côté. Ok, super. Merci, on va finir avec la question fil rouge qui est, alors c'est ce que je vous disais, c'est la dernière fois que je pose cette question après 7 ans d'interview sur le bonheur. Super. Dans mon avant-dernière vidéo, je disais libérez-moi, ça y est, je suis libérée de la question du bonheur. 7 ans, c'est long et en même temps c'est parfait. Et je suis contente en plus, vraiment, je suis vraiment contente de finir avec vous parce que déjà vous êtes une pionnière dans la psychologie positive, donc c'est juste incroyable de vous avoir. Et c'est vrai que quand on parle de bonheur, la psychologie positive revient souvent, elle est là, elle est là quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que le bonheur, ou en tout cas, quelle est la notion la plus importante selon vous pour être heureux ? Pour moi, les deux parties de bonheur, c'est pas que pour moi, c'est les parties très bien étudiées maintenant dans les sciences et philosophie aussi. Donc on peut parler de bonheur hédonique et bonheur eudaimonique. Donc bonheur hédonique, c'est être satisfait avec ce qu'on a et évoluer notre vie dans une manière plus positive que négative. Et aussi de voir un petit peu plus des émotions positives par rapport aux émotions négatives. On ne parle pas toujours des émotions positives très fortes, mais ça peut être les émotions positives comme d'être en paix, d'être dans un équilibre. Donc en fait, on a des émotions positives plus calmes et ils ont les durées un petit peu plus longues en même temps. Donc ils sont beaucoup plus durables. Et le bonheur eudaimonique, en fait, c'est le bonheur qui est concerné avec notre sens de la vie. Pourquoi on est là, avec nos objectifs dans une manière beaucoup plus large et avec notre contribution qu'on peut faire par rapport aux autres et à ce monde. Comment ça se fait que cette question soit aussi centrale du sens ? Parce que c'est une question pour le coup philosophique et du pourquoi quelque part on est là. Et alors, si vous me dites que ça en fait une partie essentielle, c'est une question à laquelle il est pratiquement impossible de répondre. Oui. C'est pas les questions pourquoi on est là d'une manière, parce que ça c'est un petit peu difficile à expliquer, mais pourquoi moi je suis là, à quoi ma vie elle peut servir. Donc c'est les questions de sens personnel et si on arrive ou pas à vivre ce sens en fait. Donc c'est pas juste trouver le sens, mais le vivre, le mettre en action. Ouais, mais ça paraît donc, un challenge énorme. Ah oui, c'est un challenge énorme. Mais si on ne sait pas, donc juste se réveiller, de se sentir plutôt content avec ma vie, tout va bien, parfois c'est pas suffisant en fait. Et c'est là où on a commencé toute cette discussion, mais juste d'être content c'est bien, super, c'est très important. Mais peut-être ça n'explique pas complètement ma propre bonheur, puisqu'on peut se trouver, ne pas être très heureux si on est juste ok, content et tout va bien. Donc en fait, c'est la question de sens et les actions par rapport au sens, développement personnel et contribution à quelque chose de plus large que nous-mêmes, en fait, et aussi l'effort. Parce que le bonheur hédonique, en fait, il demande beaucoup moins d'efforts par rapport au bonheur eudaimonique. Donc, le bonheur hédonique, on peut imaginer, c'est presque comme un équilibre, d'arriver d'être dans un équilibre. Et le bonheur eudaimonique, c'est casser cet équilibre. Et parfois, comme on le casse, quand on progresse, en fait, on ne se sent pas trop heureux dans un sens hédonique. Mais on sent qu'on fait quelque chose qui est important. Ouais. Et donc, par exemple, pour donner un exemple très banal, est-ce que les enfants, ils contribuent au bonheur ? En fait, les réponses de recherche, c'est non. Oui. C'est non. Les enfants, ils ne nous aident pas à être trop heureux parce qu'on ne dort pas, on est trop fatigué, on n'a pas le temps personnel, on a plein de choses qui... Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils nous rendent moins heureux, dans un sens eudaimonique, mais en fait, moi, 5 ans, et les ados, oui, ils nous rendent moins heureux, et entre les deux, ça va, et après, comme ils ont parti de la maison, ça va beaucoup mieux. Donc, en tout, en fait, les recherches sont d'accord que les enfants ne contribuent pas au bonheur hédonique. Par contre, les recherches aussi est très claire que les enfants, ils contribuent au sens de la vie et au bonheur eudaimonique. Parce que si on demande mes parents,
est-ce que vous préférez être sans vos enfants ou avec vos enfants? On n'a pas presque un seul parent qui dit ah non, c'est bon. Donc en fait, c'est parce que en fait, avec les enfants, on trouve l'essence dans les vie. Donc ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de trouver l'essence non plus. Il y a plein d'autres moyens. Mais ça, c'est un exemple qui illustre très très facilement cette différence entre le bonheur hédonique et le bonheur eudaimonique. En plus, j'avais vu passer cette étude et je me suis dit, mais comment c'est possible? Donc c'est bien d'avoir cette deuxième lecture. Ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie. Je sais que vous faites des ateliers. Beaucoup des ateliers, donc en fait, il faut aller tester en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aller tester. Pour les coachs, pour les formateurs, pour les professionnels, pour RH. Autour de tout ce que psychologie positive appliquée. Okay. C'est les formations de certification dans les coachings avec psychologie positive. Et aussi, on fait avec School-a-Vie, on fait les ateliers pour les profs, pour les enseignants et pour les parents. Génial. Donc, c'est notre partie éducative. Mais qui touche à votre mission qui est important, quelque chose qui donne du sens justement à votre vie, c'est ça? Complètement. Mais pour moi, c'est vraiment les deux côtés dans le sens de ma vie et changer aussi les conditions de travail. Donc les gens sont beaucoup plus engagés parce qu'on parle très souvent de bonheur au travail, et on oublie les parties performance, mais en fait on est beaucoup plus content quand on est heureux au travail, quand on est vraiment engagé. Donc c'est notre partie. Eh ben merci beaucoup et puis surtout bonne continuation parce que j'ai l'impression que c'est que le début. Mon Dieu, depuis bah oui, combien mais d'années c'est ce que vous avez dit avec les enfants. Hein. C'est dur, mais ça donne du sens. Okay. Merci beaucoup. Merci.